Ça fait des mois, voire des années que vous apprenez le français. Vous avez mémorisé des listes de vocabulaire, pratiqué la grammaire, la conjugaison, vous connaissez les règles des accords, comment utiliser l'imparfait, le passé composé, vous savez le genre des mots, mais lorsque vous parlez, vous constatez, vous remarquez que vous faites beaucoup d'erreurs. Et pas seulement des erreurs de prononciation, mais aussi des erreurs de grammaire, des erreurs d'accord. Par exemple, vous avez dit une croissant au lieu de un croissant, vous avez dit j'ai quelque chose au lieu de j'avais quelque chose, peu importe, hein. Et là, vous commencez à paniquer, à stresser, peut-être même à avoir chaud, à transpirer, voire même à trembler. Et vous vous dites, mais comment c'est possible? Je connais ces choses-là, je connais ces règles. Je savais au fond de moi que c'était un croissant et pas une croissant. Je savais que j'aurais dû dire j'avais au lieu de j'ai, etc., etc. Et là, vous vous dites, mais j'ai l'impression d'être un enfant de 5 ans. Je parle comme un enfant de 5 ans. C'est vraiment ridicule. Je suis ridicule quand je parle français. C'est pas possible, il faut que j'arrête. Eh bien, si je vous disais qu'en fait, ces réactions sont normales et que ce n'était pas votre faute. Du coup, dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer le mécanisme derrière la peur du ridicule et comment ça vous empêche de progresser. Et je vais vous donner quelques petites astuces ou petits conseils afin de dépasser cette peur. Déjà, en 1995, des chercheurs du nom de Roy Baumeister et Mark Leary, bon, je ne sais pas si je prononce leur nom correctement, mais bon, c'est pas le plus important. Donc ces chercheurs-là ont théorisé, c'est-à-dire ils ont fait une théorie selon laquelle les êtres humains ont un besoin d'appartenance. Et que ce besoin-là est un besoin fondamental, c'est-à-dire quelque chose d'important, de nécessaire, essentiel, au même titre que manger ou boire. Et donc pour satisfaire ce besoin d'appartenance, il fallait répondre à deux critères. Il fallait faire deux choses pour faire face à ce besoin-là. La première chose, c'était d'avoir des interactions fréquentes et agréables. Et la deuxième, c'était d'avoir des liens affectifs. Et donc, même pour les introvertis, hein, parce que vous allez me dire, oui, mais les introvertis n'ont pas besoin de ça. C'est vrai que moi, en tant qu'introverti, hein, j'ai pas l'envie, des fois, de voir des gens. J'aime bien rester dans mon coin, rester seul dans mon coin, faire mes trucs, hein. Mais sur le long terme, après un certain temps, je ressens quand même ce besoin. J'ai besoin d'avoir des interactions, tout simplement, d'avoir des liens avec des gens. Et donc, même pour les introvertis, hein, on ressent ce besoin-là. Et du coup, vous vous demandez, mais d'où vient ce besoin? Eh bien, selon ces recherches, ça remonte vraiment à une époque très ancienne, donc à l'époque de la préhistoire, même de nos ancêtres à la préhistoire, lorsque ces derniers vivaient dans des groupes, dans des petites tribus, hein, des tribus à gauche, à droite, un peu par-ci, par-là, hein, parce que lorsqu'on faisait partie d'un groupe, mais qu'on était exclu, cela signifiait tout simplement la mort. Parce que, à cette période-là, on ne pouvait pas vivre seul. On n'avait pas le confort de la modernité, entre guillemets, hein. C'était difficile de survivre, c'était difficile de vivre, tout simplement, parce que on ne pouvait pas faire face aux différents dangers seul. On ne pouvait pas se nourrir seul, on ne pouvait pas se protéger seul. Et donc, être exclu d'un groupe à cette période-là signifiait la mort. Et du coup, par conséquent, hein, pour être un peu plus formel, pour éviter de dire du coup à chaque fois, enfin bref, par conséquent, notre cerveau a évolué avec cette peur de l'exclusion sociale, de l'exclusion d'un groupe. Et pour nous récompenser, entre guillemets, lorsqu'on était dans un groupe, lorsqu'on se sentait appartenir à un groupe, eh bien, notre cerveau nous rendait heureux. On se sentait en sécurité déjà, mais aussi heureux. Et au contraire, lorsqu'on était exclu, eh bien, notre cerveau
euh, activer en fait des douleurs qui étaient similaires à des douleurs physiques. Et c'est vrai que selon certaines recherches récentes, hein, lorsque une personne âgée a des liens affectifs forts, lorsqu'elle a des interactions fréquentes, eh bien, elle vivait en général plus longtemps et était plus heureuse. Et au contraire, lorsqu'une personne n'avait pas de lien social, était seule, eh bien, on constatait que son système immunitaire déjà, pardon, s'affaiblissait et qu'elle avait plus de risques d'avoir des maladies. Et donc, c'est vrai que l'appartenance, le sentiment d'appartenance à un groupe joue énormément sur notre état mental et physique. Et donc, afin de faire face à l'exclusion sociale, hein, notre cerveau a développé certains mécanismes afin d'éviter l'exclusion totale. Donc, c'est comme si c'était des étapes ou des procédés, des méthodes pour éviter l'exclusion. Et dans cette méthode-là, on peut parler de l'effet projecteur, qui est en fait un biais cognitif qui nous fait en fait surestimer à quel point les autres remarquent ou pas nos erreurs, notre apparence. En gros, l'effet projecteur, c'est le fait de se sentir observé. On a l'impression de surévaluer, jouer, peut-être d'exagérer le regard des autres sur nous. Alors qu'en réalité, la plupart des gens, en fait, ils s'en foutent de nous. Les gens, ils vous regardent et ils passent à autre chose. Ils sont trop concentrés sur leur propre vie et n'ont pas vraiment le temps de s'attarder, de vous regarder, de vous observer. En fait, les gens s'en foutent de nous. Et c'est ça, en fait, l'effet projecteur. On a l'impression d'être vraiment le centre du monde des gens. C'est pour ça qu'on parle d'effet projecteur, c'est comme si c'était un projecteur qui était sur nous et qu'on était le centre d'attention. Et donc ça, c'est en fait un biais cognitif, un effet de notre cerveau pour nous prévenir, entre guillemets, de faire attention, tout simplement. Parce que si on fait quelque chose qui va à l'encontre du groupe, eh bien, on risque d'être exclu. En tout cas, c'est comme ça que notre cerveau reptilien, notre inconscient, nous fait réagir. Et donc, comment ça se transcrit dans l'apprentissage des langues? C'est, vous savez, hein, quand vous apprenez une nouvelle langue, c'est un peu comme une perte d'identité, en fait, parce que vous commencez de zéro, vous devez tout réapprendre. Et la communication, en fait, ça fait aussi partie de notre identité. Et lorsqu'on apprend une langue, en fait, on part de zéro. C'est comme si on perdait déjà un peu de notre identité. On devient un peu plus vulnérable déjà. Et donc, notre cerveau, déjà, est un peu en mode alerte et il nous dit, fais attention là, si tu fais quelque chose de bizarre, tu fais des erreurs ou quelque chose comme ça, eh bien, tu vas être exclu. Inconsciemment, notre cerveau nous dit ça. Et c'est pour ça qu'on a cet effet projecteur et que lorsque on apprend une langue, la peur, déjà, nous empêche de progresser, nous empêche de parler. Et donc, c'est en fait un cercle vicieux. Donc, on a peur de faire des erreurs parce qu'on a peur d'être exclu, mais la peur fait qu'en fait, on fait des erreurs. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et donc, comment faire pour passer déjà cet état inconscient de peur du ridicule? Eh bien, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est tout simplement de faire des vidéos sur TikTok. Et c'est vrai que la première étape était la plus effrayante pour moi, parce que j'ai dû vraiment m'exposer, j'ai dû me filmer en train de parler. Et même là, parfois, j'ai un peu cette peur encore, hein. Je ne dis pas que cette méthode est révolutionnaire et qu'elle va totalement vous vous rendre courageux et vous enlever cette peur-là. Je dis pas ça, mais en tout cas, vous allez, je pense, vous habituer à la peur. Et donc, c'est vraiment de s'exposer petit à petit. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, moi, personnellement. Et même lorsque j'ai commencé à parler anglais, lorsque j'ai commencé à apprendre l'anglais ou le mandarin, on va dire, je suis sorti, de ma zone de confort.
je suis allé petit à petit, par exemple, dans des événements, dans des activités d'échange de langue. J'ai commencé à parler avec une personne d'abord, ensuite je suis rentré, ensuite je suis revenu une autre semaine, j'ai essayé de parler à 2 personnes, etc. J'ai essayé de parler petit à petit, à me forcer à sortir de ma zone de confort, afin peut-être d'habituer inconsciemment mon cerveau, pour lui dire, bah écoute, même si je suis ridicule, ça ne veut pas dire que je vais être exclu d'un groupe et que je vais mourir. Parce que, encore une fois, inconsciemment, je pense que c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Parce que on a hérité ça de nos ancêtres, encore une fois, hein. Et donc, déjà, c'est consciemment se dire, même si vous êtes ridicule, qu'est-ce qui peut arriver de grave? Vous êtes ridicule, peut-être, entre guillemets, ridicule. Et encore, ça reste, je pense, dans nos têtes. On pense qu'on est ridicule, mais ça, comme je vous ai dit, c'est l'effet projecteur. On pense qu'on est ridicule, mais alors qu'en fait, en réalité, les gens s'en foutent. Ils s'en soucient pas, quoi, pour être plus poli. Et donc, aussi, je pense que déjà, c'est consciemment de se dire, qu'est-ce qui va se passer? Même si je fais une erreur, et alors, j'ai dit une croissant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que quelqu'un va mourir? Non, il y a rien de grave. Les gens vont peut-être un peu rigoler, mais c'est tout. Vous n'allez pas mourir, la personne là va pas mourir. Bah, rien de grave va se passer en fait. Si vous dites une croissant au lieu de un croissant, c'est rien. Et je pense aussi que bah, apprendre une langue, c'est pas uniquement mémoriser des règles, accumuler des vocabulaires. Ça va au-delà de ça. C'est un peu comme apprendre à tolérer l'inconfort, apprendre à être vulnérable. C'est aussi ça, apprendre une langue. C'est se dire que j'apprends une nouvelle langue, c'est une nouvelle langue, je vais au départ parler comme un enfant. Et ça, c'est normal. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose et être bon ou bonne du premier coup. Ce n'est pas possible. Et donc, je pense déjà inconsciemment ou consciemment, il faut se dire, je vais être ridicule. Il faut accepter, pardon, d'être ridicule et se dire, voilà, je vais parler français ou une autre langue, hein, bon, dans votre cas, le français, hein, et dire, bon, l'essentiel, c'est de parler, c'est de communiquer, c'est d'avoir du bon temps, même si je me trompe, la personne, en fait, en face de moi, déjà, d'une, elle s'en tape, donc elle s'en fout, hein, donc elle s'en soucie pas, hein, pour être plus poli. Elle ne se soucie pas vraiment de ça, que vous faites une erreur ou pas. Et même si vous faites une erreur, même si vous pensez que c'est ridicule, et alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, rien. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous sentez ridicule lorsque vous parlez français? Comment est-ce que vous faites pour surpasser cette peur? Merci pour votre temps et à bientôt.